Bonsoir à tous. Nous vivons parmi les menaces et le bruit discordant du monde. Pour ne pas désespérer de la politique et donc agir comme nous le devons, nous devons aller de l'avant de ce bruit par-delà. L'Afghanistan est aujourd'hui proche de nous, à l'échelle du monde où nous sommes et à l'échelle du monde qui vient. L'ensemble de la classe politique française par rapport à ce qui s'y est passé exhibe à la fois son aveuglement et, hélas, son incompétence. Je n'ai pas, moi, été sidéré par la chute de Kaboul. Ce qui devient, par la force des choses, une guerre d'indépendance nationale se termine toujours de cette façon ou par un bain de sang. Face à ce risque, et ce risque qui demeure, contrairement aux paroles gelées prononcées par le président de la République, le défi est de reconnaître et de mesurer les erreurs que nous avons commises, tirer la leçon de ces erreurs. Car c'est davantage un État afghan corrompu et défaillant qui a été battu plutôt qu'une victoire des talibans. Nous devons donc mesurer les efforts que nous avons commis, les erreurs que nous avons commises, pour stabiliser la menace du chaos, pour la stabiliser par le développement économique et des politiques concrètes que la France a besoin ou auxquelles elle a intérêt à participer. Car il ne s'agit pas seulement de la faillite de la politique anglo-américaine, mais de celle de l'OTAN et de l'oligarchie financière occidentale auxquelles nous sommes soumis. La déroute des forces de l'OTAN n'est pas la consécration malheureuse d'un juste combat auquel nous avons participé. Si les forces de l'armée afghane se sont décomposées, malgré une immense supériorité numérique, malgré une immense supériorité en armement, c'est qu'elles n'étaient plus soutenues par l'adhésion du peuple afghan. Il faut dire la vérité. Ce sont les mêmes services américains qui ont d'abord soutenu Ben Laden dans leur guerre contre la Russie soviétique, qui ensuite sont intervenus dans leur responsabilité de protéger, prétendait-il, contre Ben Laden, le même Ben Laden et le terrorisme. Entre 2001 et fin 2014, évidemment, nous sommes intervenus avec eux. Les forces américaines ont perdu 2400 soldats et leurs alliés de l'OTAN 1100 autres, dont 90 des nôtres, des centaines de millions d'Afghans sont morts, et nous voilà revenus au rapport de force d'il y a 20 ans. Le taire, lorsqu'on parle à notre peuple, revient à un déni de réalité dont s'est rendu coupable le président de la République lorsqu'il s'est adressé à nous. Pire encore, pour se concilier les seigneurs de la guerre et des gouvernements corrompus, nous avons encouragé de fait la production et le trafic de drogue en Afghanistan. Les principaux bénéficiaires en ont été la mafia internationale, qui blanchit ses revenus criminels, dans les réseaux des grandes banques. Il faut dire les choses comme elles sont. La drogue rapporte environ 350 millions aux Afghans. Mais lorsqu'elle est revendue sur le marché européen, elle représente plus d'une vingtaine de milliards. Donc, il faut dire la vérité. Qui tire bénéfice de ce trafic? Ce ne sont pas principalement les Afghans. Ce sont le système financier corrompu qui assure le blanchiment du trafic de drogue et la mafia qui organise son développement. Une mafia internationale qui blanchit ainsi ses revenus criminels. Nous avons agi de fait
comme des entrepreneurs, comme de véritables entremetteurs, complices de ceux qui se sont enrichis sur le dos de ce pays. Et c'est le premier régime des talibans, lui, qui avait finalement accepté d'éradiquer le trafic de drogue et qui l'avait fait. Elles ont repris après l'intervention de l'OTAN. Cela ne signifie pas, bien entendu, que le système, que le régime des talibans est souhaitable. Il est nécessaire, cependant, de comprendre les causes de leur succès, en reconnaissant nos fautes. Et l'assentiment final et négocié des gouvernements américains à la chute de Kaboul. Elliot Cohen, un ancien conseiller de Condoleezza Rice, qui était la ministre des Affaires étrangères et la représentante auprès de l'ONU de fait de George W. Bush, de George Bush fils, nous dit aujourd'hui la Bérésina, et je lis, la Bérésina afghane n'est pas celle de Biden, elle est celle d'une vingtaine d'années d'erreurs et de mensonges. Vous, Français, vous en savez quelque chose avec l'Algérie, nous dit-il aimablement. Vous en savez quelque chose avec l'Algérie. Il est toujours difficile pour les responsables de l'élite politique. Il est facile de dire c'est la faute à Bush, c'est la faute à Obama, c'est la faute à Trump, c'est la faute des démocrates, c'est la faute des républicains, des militaires, c'est la faute des civils. Non, plutôt que de dire peut-être devions-nous tous réfléchir à ce qui s'est passé. Un Américain lui-même le reconnaît. Oui, aujourd'hui, les talibans ont gagné une guerre d'indépendance, quel que soit le jugement que l'on puisse porter sur les talibans, que l'on doit porter sur eux. Dans cette guerre terrible, honneur à nos soldats, qui ont combattu, qui se sont battus avec héroïsme. 90 d'entre eux ont donné leur vie. Plusieurs centaines, 700 ont été blessés. Honneur à eux donc, mais déshonneur à ceux qui les ont engagés là-bas, avec légèreté et opportunisme. Aujourd'hui, le porte-parole des talibans, Swai Shahin, a réaffirmé ce qu'il avait promis, ce que les talibans avaient promis à Donald Trump lors des négociations de Doha. Engagement de ne plus soutenir le terrorisme, c'est ce qui est dit publiquement, engagement d'éradiquer la drogue qui a proliféré, je le répète, sous l'occupation de l'OTAN, favoriser la réconciliation nationale, et les talibans viennent de décréter une amnistie générale, et lutter contre la corruption. Swai Shahin a ajouté, dans le domaine économique, la chose suivante. Le mouvement taliban interdira à quiconque de se servir de l'Afghanistan comme base pour attaquer n'importe quel pays, y compris la Chine. Et il a ajouté, la Chine est un pays ami que nous accueillons pour la reconstruction et le développement de l'Afghanistan. Si un pays veut exploiter nos mines, il est le bienvenu, a encore déclaré Swai Shahin à l'AFP, à propos de la Chine qui a investi à une concession de 3 milliards de dollars dans une mine là-bas, près de Kaboul, à Ainak. Alors, que devons-nous faire? D'abord, considérer que l'Afghanistan est l'occasion de changer les relations entre grandes puissances, qui doivent ensemble stabiliser le pays par une politique de développement mutuel. Un développement mutuel, pas seulement de l'Afghanistan, mais de toute l'Asie centrale. Une politique d'intégration et de développement régional. Alors, est-ce une utopie? Oui, par rapport à l'ordre géopolitique existant. Mais c'est précisément cet ordre géopolitique existant qui nous a conduits au désastre. Alors, c'est cet ordre qu'il faut changer, en substituant à la volonté de puissance économique et politique à court terme et immédiate, un développement économique mutuel à moyen et long terme. Si l'on veut l'appeler ainsi, c'est une utopie positive,
rigoureuse, rationnelle en Afghanistan, comme il en faut une ici même, en France. Alors, pour l'Afghanistan, c'est une stabilisation par le développement économique, dans lequel la France doit jouer un rôle de catalyseur. Emmanuel Macron a bien parlé de l'Europe, des États-Unis et de la Russie, mais il n'a pas mentionné la Chine. C'est sans doute un oubli voulu, mais c'est plus à plus, c'est une erreur qui condamnerait à l'impuissance, donc à une continuation quasi certaine de la guerre, car on ne sera pas trop de tous, aussi avec l'Inde, pour changer ce cercueil d'empire qu'a été l'Afghanistan et pour en faire un exemple de développement mutuel. Cela signifie encourager le développement des cultures vivrières pour se substituer au pavot. Et pour cela, il faut assurer un juste prix à ces productions agricoles. Cela veut dire aussi exploiter les immenses ressources minières, comme les talibans ont dit qu'ils le désiraient, du pays. Pas pour l'exportation, mais pour la transformation sur place, pour y avoir une industrie qui permette d'assurer une dynamique réelle en profondeur de développement. Cela signifie développer des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement pour qu'on ait de l'eau potable, en plus d'une alimentation normale, et mettre un système de santé publique à la disposition de tous. Il y a actuellement un seul hôpital digne de ce nom en Afghanistan. Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas ce qu'ils devraient être pour assurer des soins dignes de ce nom. Cela signifie d'étendre, pour intégrer le pays, la seule voie ferrée qui a été construite dans les années 2011-2014, qui a été construite entre Mazar et Sharif dans le nord et l'Ouzbékistan. Il faut l'étendre. Et il faut, de l'autre côté, vers le sud, aller vers Kaboul et vers le Pakistan. Et d'autre part, il faut suivre ce que les Iraniens se sont engagés à faire, une voie ferrée entre l'Iran, Hérat et Kaboul. Ainsi, on intégrera le pays et on aura un ensemble cohérent, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de rêver, mais de se battre pour le développement, avec tous ceux qui sont prêts à s'y engager, saisissant l'occasion de changer donc les relations entre les grandes puissances par cette politique de développement mutuel. Et c'est ce que nous devons au peuple afghan. Oui, nous avons affaire, nous disent les gens, à ces impossibles talibans. On ne peut rien faire avec eux. Eh bien, il faut les prendre au mot. Et si on offre au peuple afghan la démarche dont je parle ici, ils seront pris au mot. Nous avons donc aussi, bien entendu, avoir des critères de jugement par rapport à cela. Leur attitude vis-à-vis des femmes et des jeunes filles, vis-à-vis de la minorité chiite hazara. Comment se comporteront-ils? Et aussi vis-à-vis de la musique classique ou traditionnelle là-bas, et vis-à-vis de gens qui aiment beaucoup les oiseaux et que le premier taliban avait interdit de posséder. Donc il y a des critères. Surtout, vont-ils, comme ils le disent, soutenir l'éducation, la science, l'agriculture, l'industrie? Et ce sera sur ces critères qu'il faudra les juger. Pas d'emblée avoir une série de préjugés qui seront, dans le sens de tout ce qui s'est passé auparavant, des préjugés hypocrites et égoïstes. Et surtout, il faut, compte tenu de leurs promesses, ils rompent avec les unités d'Al-Qaïda avec laquelle ils s'étaient progressivement unis. Il faudra qu'ils en viennent à progressivement les dissoudre et arrêter leur expansion à l'étranger. On ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance, répètent certains. La réponse est que développer leur pays est le seul choix que l'on ait
après le désastre de l'occupation. Nous devons réparation à l'Afghanistan, non pas en leur donnant de l'argent, il y a toujours ce danger de corruption, mais en leur offrant les conditions de développement, concrètement, négocier avec leurs représentants, en intégrant les villes et les campagnes. Les talibans viennent de ces campagnes que l'on n'a pas développées, en intégrant toutes les composantes du pays, pour que dans chaque vallée et dans chaque foyer, on trouve une occasion de se réjouir maintenant de l'aide donnée par les puissances étrangères et non de l'occupation. Rappelons qu'il y a des siècles, l'Afghanistan était un pays où il y avait de l'eau et une suite de jardins d'oasis, pas partout, mais qui définissaient la vie de ce pays. Eh bien, dans ce pays, la France, les idées de la France ont été respectées. Le meilleur de la France y a été respecté. Il doit donc désormais l'être à nouveau, car le défi à relever là-bas, le défi que nous devons y relever, c'est, disons, le même défi, au moins le même état d'esprit que nous devons retrouver chez nous, ici même en France, vis-à-vis de notre propre peuple. Et c'est cela que je voulais vous dire ce soir, pour bien vous montrer que ces questions de politique dite étrangère sont en fait aussi la responsabilité de notre pays vis-à-vis de l'autre, comme il doit l'être vis-à-vis de nous-mêmes. Merci.